Laure Manodou remporte le 400 mètres nage libre et bat son record du monde. Elle termine ainsi magnifiquement les championnats d'Europe. Elle reste championne olympique et championne du monde de cette distance. Sur la plage de Lacanau, près de Bordeaux, un jeu de plage a coûté la vie à une adolescente de 13 ans. Elle creusait un trou très profond qui s'est effondré sur elle. Elle est morte étouffée. Le Liban s'enfonce inexorablement dans la guerre. Aucun répit entre Israël et le Hezbollah, qui aujourd'hui a tué 12 militaires israéliens dans l'extrême nord de la Galilée. Une guerre qui a déjà fait près de 1000 morts au Liban. Ouverture en Bretagne au large de Morlaix du château du Taureau, construit par Vauban au XVIIe siècle. Ce fort, tour à tour prison puis résidence secondaire, est désormais accessible au public après 8 ans de travaux. Festival de piano de la Roque d'Enterron avec comme chaque année les nuits du piano avec Chopin et Liszt et bien sûr Mozart, omniprésent cette année. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est un magnifique exploit que Laure Manodou a accompli cet après-midi à Budapest. Elle a battu son propre record du monde de 400 mètres nage libre. On la sentait plus motivée que jamais dès ce matin lors des séries. Et en finale cet après-midi, elle a obtenu une éclatante victoire. Christophe Duchiron et Frédéric Bazille. En général, c'est ce qu'on appelle finir en beauté et en apothéose. Il était 17h57 à Budapest et soudain l'eau de la piscine chauffa d'un seul coup. Pour sa dernière course en individuel, Laure venait de battre son record du monde du 400 mètres nage libre. En tribune, ses copines du club de Melun, Esther Baron et Sarah Bay, regardent la course. En bonnet blanc, couloir 4, Laure s'est vite retrouvée seule au monde. Impénétrable Philippe Lucas, qui voit Laure Manodou dans un jour de grâce et de glisse exceptionnel. Sans adversaire à sa hauteur, au point qu'elle aurait pu être sa pire ennemie, sachant qu'hier soir, elle s'est coincée un doigt dans la porte d'une chambre d'hôtel, mais c'était la porte-bonheur. 4 minutes, 2 secondes et 13 centièmes au dernier jour de la compétition, avec la fatigue des courses qui s'accumule. C'est drôlement fort. Il n'y a pas que moi qui a fait le travail, il y a aussi Philippe, il y a aussi Esther et Sarah qui s'entraînent avec moi pendant un mois à Canet. Toute seule, j'aurais pas pu y arriver non plus. Et il y a mes parents qui sont venus aussi. Il y a mon entourage et il y a vraiment toute l'équipe aussi qui ont tout fait pour qu'on y arrive. Laure Manodou n'a pas encore 20 ans, un palmarès à faire pâlir un sportif qui part à la retraite et un talent tel qu'il continue de surprendre. J'ai trouvé qu'elle avait une maîtrise pour nager ce 400 absolument incroyable. Absolument incroyable. Vraiment, j'ai l'impression qu'elle a fait ça, je sais pas, peut-être je rêvais quoi, mais j'ai eu l'impression qu'elle a fait ça comme elle a voulu. En fin d'après-midi, elle était encore sur le podium avec les filles du relais 4x100 nage pour récolter sa 2e médaille de bronze des championnats d'Europe, alors qu'elle en a remporté 4 en or. Laure est une fille à exploit. Quelle semaine! Dans la banlieue de Perpignan, un incendie s'est déclaré dans un champ en bordure d'un quartier résidentiel. Le feu attisé par la tramontane a conduit les pompiers à évacuer une trentaine de personnes. Sur place, le reportage de Christelle Marty et Guillaume Fautrat. Sous le regard des habitants évacués, les pompiers emploient les grands moyens. En quelques minutes, plusieurs hectares s'embrasent en plein cœur d'un quartier résidentiel. Malgré la menace du feu, certains habitants sont solidaires. Madame, votre habitation est menacée? Oui, probablement. Mais écoutez, là, faut les aider, là. C'est l'eau de sa piscine qu'elle offre aux pompiers. Ça nous fait très peur. Ça nous fait très peur. Moi, ça me fait très peur parce qu'il y a 8 locations ici, 8 familles qui sont là et j'ai peur pour elles. C'est pour ça que je suis là. Excusez-moi. En tout, 30 habitants ont dû quitter leur domicile, directement menacés par l'incendie. Pendant ce temps, c'est cette bâtisse abandonnée qui est la proie des flammes. Problème, elle est juste à côté des résidences. C'est toujours très délicat parce qu'il y a des maisons au milieu et que nous sommes obligés de disperser les moyens. Donc à ce moment-là, on traite la pointe du feu, ce qu'on a fait faire par les avions, qui ont permis de casser l'avancée du feu. Et ensuite, maintenant, on traite les flancs droit et flancs gauche, côté droit et côté gauche, et puis qu'on essaye de rétrécir ce feu pour pas qu'il s'élargisse. On rentre dans le feu, avancez-vous un peu, on est trop loin, on fait espace de 20 mètres. 60 hommes, un hélicoptère, 2 trackers ont été mobilisés pour venir à bout de cet incendie. Ce soir, il vient d'être maîtrisé. Tous les habitants peuvent désormais rentrer chez eux, soulagés d'avoir échappé au pire.
Un jeu de plage qui se termine dramatiquement, ça s'est passé à Lacanau, près de Bordeaux, hier après-midi. Une adolescente de 13 ans a creusé un trou très profond dans le sable. Elle se trouvait dans le fond quand les parois se sont effondrées sur elle. Noyée par le sable, elle n'a pas pu être réanimée. Dominique Chimbakala et Julia Delage. L'été, c'est l'activité favorite des vacanciers, creuser des trous sur la plage. C'est pourtant de cette manière, à cet endroit, qu'est survenu le drame. Hier, vers 17 h, les sauveteurs sont alertés par une trentaine de personnes qui s'activent autour d'un amas de sable. On a trouvé, après quelques minutes de fouille, une fillette allongée en position fétale, inanimée, au fond de ce trou. Un trou qu'on a estimé à au moins 2 mètres. Voilà, donc impossible pour une fillette de cet âge-là de sortir toute seule, physiquement impossible. Apparemment, la fillette de 13 ans aurait creusé un trou plus grand que sa taille, 1,70 m de haut, 2 mètres de diamètre. Sous l'effet de la pression, le sable se serait effondré d'un coup, recouvrant l'enfant. Tout de suite après, l'adolescente est évacuée au CHU de Bordeaux, où elle meurt dans la soirée. Aujourd'hui, pourtant, les vacanciers n'ont toujours pas conscience des dangers des jeux de sable. Oui, je pense que c'est dangereux pour les petits, mais pas pour moi parce que je suis assez grande. D'après les sauveteurs, les parents se trouvaient à moins d'1 mètre de leur fille quand elle a été ensevelie. Des sauveteurs qui rappellent que leur rôle n'est pas de suppléer à la vigilance des parents sur le sable. Notre priorité, c'est regarder les gens qui se noient, c'est leur sécurité, c'est regarder s'il y a détresse, s'ils se baignent au bon endroit, s'ils sont en danger, s'ils ne sont pas en danger. Notre mission, c'est ça. En été, les secouristes de cette plage mènent entre 10 et 15 interventions par jour. Ils appellent les vacanciers à une plus grande vigilance pour éviter que les drames comme celui d'hier se multiplient. Et en Isère, 2 kayakistes ont été retrouvés morts ce matin dans les gorges du Guiers, dans le massif de la Chevreuse. La rivière était en creux, il semble qu'ils se soient noyés dans les remous. Explication Denis Sébastien et Olivier Jacquelin. C'est une rivière enserrée dans des gorges, praticable pour les kayakistes uniquement en période de crue. C'était le cas hier après-midi. 3 hommes s'engagent sur leur embarcation, mais ils en sont rapidement éjectés par la force de l'eau. L'un d'eux parvient à rejoindre la rive et donner l'alerte. Les corps des 2 autres seront retrouvés ce matin. Hier soir, c'était assez impressionnant. Il y avait de nombreuses résurgences souterraines qui venaient encore grossir les eaux du torrent, donc je pense que c'est un petit peu ce qui les a surpris. Dans le milieu du kayak, on imagine le piège dont ont été victimes les 3 hommes. Ici, sur la base de Bourg-Saint-Maurice, le niveau de la rivière est régulé par un barrage situé en amont. Le risque, lors d'une sortie en rivière non aménagée, en crue, c'est de se retrouver pris dans un tourbillon. On est aspiré vers le fond et en fait on va du fond à la surface, on retourne sous la chute d'eau, on retourne au fond à la surface, on retourne sous la chute d'eau. C'est une espèce de machine à laver qui fait qu'à un moment donné, si on ne trouve pas un courant plus puissant pour nous faire ressortir de l'eau, effectivement on peut y rester. Les 3 kayakistes étaient pourtant expérimentés, ils étaient en outre bien équipés, notamment d'un casque et d'un gilet de sauvetage. Comme la plupart des sports de plein air, je dirais, on n'a jamais une assurance tout risque, ça c'est sûr. On a des outils qui nous permettent d'améliorer la sécurité, mais l'assurance tout risque, elle n'existe pas. Les 2 victimes, âgées de 25 et 39 ans, étaient originaires de la région grenobloise. Ce sont les fortes pluies de ces derniers jours qui les avaient incités à entreprendre la descente d'une rivière qu'ils connaissaient et avaient déjà pratiquée. C'est une aventure humaine hors du commun qu'a vécu Benoît Lecoquière, un marin confirmé de 45 ans. Tombé de son bateau en pleine mer, il a dû nager pendant 4 heures pour rejoindre le port du Havre. Un véritable exploit dû à une force de caractère peu banale, une vraie nature de breton. Aurélia Guillemin. Une eau à 19 degrés et les lumières du port du Havre pour seul repère. L'un des plaisanciers de ce voilier, éjecté du bateau en pleine mer et en pleine nuit, a pourtant eu la vie sauve. Pendant 5h30, il a parcouru à la nage les 10 km qui le séparaient de la côte. Le miraculé n'a à aucun moment envisagé le pire. Rapidos, il faut vite retirer sa veste, ses bottes, parce que les bottes on ne peut pas nager très vite. Il faut analyser la situation, bon elle est pourrie c'est vrai, mais bon, quelles sont les possibilités? C'est normal, il faut forcément trouver le truc, réfléchir. Et bon, les vents sont dans ce sens-là, les courants sont dans ce sens-là, ils nous mènent vers le Havre 2000. De toute façon, il n'y a pas 36 000 solutions. Plaisancier aguerri et en bonne forme physique, le rescapé ne portait pas de gilet de sauvetage. Équipé d'un simple blouson marin, il a sans doute été aidé par la marée, mais surtout par une volonté hors du commun. Dans de telles conditions, les chances de survie sont en moyenne de 5 heures. Vous espériez l'arrivée des secours ou pas?
Oh, pas du tout. Alors là, franchement, excusez-moi de nature, mais si les autres interviennent, c'est bien, mais il ne faut pas attendre les autres. Vous avez été au bout de vos forces? Je pense qu'il en restait encore, il faut toujours en garder. Affaibli mais en bonne santé, Benoît Lecoquière a passé quelques jours à l'hôpital, en état de choc. Son coéquipier et ami n'a lui pas survécu. Alerte aux méduses sur les plages de Villeneuve-Loubet, sur la Côte d'Azur. Elles pullulent depuis quelques jours, sans doute en raison de la chaleur. Du coup, la baignade a été interdite une partie de l'après-midi. Pourtant, certains n'en tiennent pas compte, en dépit des désagréments qu'ils encourent. Jenny Briffa. On les appelle les méduses violettes. Depuis quelques jours, elles ont envahi certaines plages de la Côte d'Azur. Résultat du travail pour les pompiers, sur la plage de Villeneuve-Loubet, ils sont intervenus 150 fois ce week-end. La baignade a même fini par être interdite sur une bande de 3 km. Et pour ceux qui ont été brûlés, pas de panique, les pompiers ont l'habitude. Dans le cas où il y a les filaments, on désinfecte, ou on conseille aux gens d'y enlever avec le sable. Mais s'il n'y a pas de filaments, cela ne sert à rien de d'enlever avec le sable. Et nous, on passe de la pommade anti-démangeaison en fait pour les méduses. Attention, en cas de brûlure, il faut rincer la plaie à l'eau de mer et non à l'eau douce car elle relance la douleur. Un peu comme pour les touristes, c'est la température de l'eau qui attire les méduses. En ce moment, elle avoisine les 26 degrés sur la Côte d'Azur. C'est ce qui explique l'arrivée des méduses par vagues. On ne peut pas se baigner, mais on peut en pêcher. L'eau est bonne, alors on ne les voit pas beaucoup, mais on peut les attraper. Mais que les vacanciers se rassurent, demain les méduses pourraient avoir disparu, car elles se déplacent rapidement, poussées par les courants marins ou les vents. Un coup de mistral et hop, les voilà repartis au large. Ces petites bestioles, finalement pas si dangereuses que ça sous nos latitudes. En Israël, aucune accalmie, bien au contraire. Le Hezbollah continue de défier l'armée israélienne, pourtant une des plus modernes du monde. Une salve de roquettes ce matin a tué 12 militaires dans l'extrême nord de la Galilée. C'est l'attaque la plus meurtrière depuis le début du conflit, le 12 juillet. Reportage de nos envoyés spéciaux Dorothée Oliéric et Alain Grégo. Ils n'ont entendu que le chuintement sinistre des roquettes Katyusha, comme d'habitude. Mais cette fois, les roquettes tirées par le Hezbollah se sont abattues sur eux. Une salve meurtrière, 11 militaires israéliens qui ne se sont pas relevés et d'autres qui se sont sérieusement blessés. 2 heures avant cette attaque, nous nous sommes rendus à quelques kilomètres de là, à la frontière avec le Liban. C'est une zone de combat, partez d'ici, nous prévient cet officier israélien. Nous ne pourrons filmer la plaine libanaise en contrebas, toujours pilonnée par Tsahal. Mais nous croisons les tanks qui reviennent d'opérations en territoire libanais. Des opérations terrestres de plus en plus nombreuses et de plus en plus en profondeur. Les unités d'élite partent au combat le soir et reviennent au matin, épuisées par des face-à-face extrêmement violents avec les combattants du Hezbollah. Enrique a toute sa famille à Paris et il a du mal à les rassurer. On a peur d'y retourner parce qu'on a peur d'être blessé soi-même. Mais en même temps, quand on sait qu'il y a eu des morts et que on est dans une guerre juste. Ça veut dire on est dans une guerre où il faut qu'on soit là-bas, bien que ce soit dur, bien que ce soit effrayant. Une guerre effrayante et pourtant, il faut vivre avec. Dans ce camp, à quelques centaines de mètres de la ligne de front, l'heure est à l'oubli. Ils viennent eux aussi de combattre au Liban, une opération qui a duré 48 heures. Des combats terribles, beaucoup de blessés, nous dira hors caméra l'un des soldats. Mais c'est devenu pour eux une habitude. Les roquettes Katyusha tombent un peu partout autour de nous. À côté, juste derrière, mais on n'a pas peur, c'est comme ça tous les jours. Dans le village à côté, les sirènes retentissent, mais l'abri est désert, les civils ont quitté cette zone, particulièrement exposée. À Haïfa, dans la soirée, le Hezbollah a tiré 2 salves de Katyusha. La première a raté sa cible, pas la deuxième. Quelques 170 roquettes sont tombées aujourd'hui sur le nord d'Israël et le bilan humain est très lourd. Mais il en faut plus pour décourager les Israéliens qui soutiennent toujours leur Premier ministre et la logique de guerre. Et justement, ces tirs de roquettes sur Haïfa ont fait 1 mort et plus de 30 blessés qui ont été évacués vers les hôpitaux. 2 bâtiments ont été très sérieusement touchés. L'un est en feu, vous l'avez vu, l'autre s'est effondré et ces dégâts se trouvent dans la zone résidentielle de Haïfa.
Et puis de l'autre côté de la frontière, à Saïda, troisième ville du Liban, près de 100 000 Libanais du Sud ont trouvé refuge. Les autorités espèrent obtenir de l'aide humanitaire car il ne reste qu'une semaine de stock et l'armée israélienne a menacé d'attaquer la ville. Reportage de nos envoyés spéciaux Loïc Delamornay et Olivier Robert. Première station-service après tir, une foire d'empoigne. Il y a ceux qui se plaignent du rationnement, 18 litres par voiture maximum. Il y a ceux qui font du trafic et ramènent des bidons à prix d'or à Tyr, une ville assoiffée. Et puis il y a les réfugiés qui ont brûlé leurs derniers litres pour arriver jusqu'ici. Je voulais fuir mais j'avais pas d'essence. Je me suis décidé à prendre les 2 derniers litres dans mon groupe électrogène pour arriver à la première station ouverte. Direction le tribunal. Chambre des avocats, salle d'audience, l'ancien palais de justice est devenu un centre pour réfugiés géré par les scouts libanais. Toutes ces familles arrivent de villages bombardés et en gardent les séquelles. Ils ne veulent pas être dans les chambres qui donnent face à la mer. Ils ont peur d'être touchés par les navires israéliens. Ils veulent dormir en bas. Les moyens manquent. Cette femme reproche aux responsables de ne pas avoir assez à manger tous les jours. Il lui répond qu'il fait de son mieux et que l'aide alimentaire qu'il reçoit ne permet de nourrir que la moitié de ses réfugiés. Ils ne savent pas si leur maison existe encore. Des rumeurs de négociations de paix leur parviennent, mais ces hommes et ces femmes ne se font guère d'illusions. On va rester là 1 mois ou 2, 1 an peut-être, Dieu seul le sait. Hier, tout le monde chantait et dansait ici parce qu'on a entendu qu'il y aurait peut-être un cessez-le-feu. Mais ce matin, on a de nouveau entendu des bombes, c'est reparti, on est triste et on a peur. On est d'accord pour une résolution de l'ONU et une armée étrangère de maintien de la paix, mais qu'on leur donne pas des bâtons, qu'on leur donne de vraies armes pour nous protéger en cas de besoin contre Israël. La ville de Saïda a doublé de population. Il existe plus de 60 camps comme celui-ci, ce qui représente 100 000 réfugiés. La plupart d'entre eux ont trouvé refuge dans les écoles de la ville, avec cette question, si la guerre perdure, où iront-ils à la rentrée ? Dans ce contexte, les progrès diplomatiques paraissent bien maigres. Les autorités libanaises rejettent le projet de résolution mis au point par les Français et les Américains qui espèrent définir la semaine prochaine les contours d'une force internationale au Liban. En attendant, la Ligue arabe se réunira lundi à Beyrouth pour demander un cessez-le-feu immédiat et le retrait de l'armée israélienne. La France, quant à elle, poursuit ses évacuations. Aujourd'hui, le Sirocco a accosté de nouveau au port de Beyrouth. Il devrait évacuer près de 2300 personnes, la plupart déchirées à l'idée de quitter leur pays. Beaucoup laissent derrière eux des membres de leur famille. Retour en France avec les vacances de nos hommes politiques. Ils en profitent aussi pour se montrer. Match de football à Bordeaux pour Jean-Louis Debré qui retrouve dans les tribunes Alain Juppé. Vous le voyez, l'ancien maire de Bordeaux, de retour du Canada, devrait se présenter à nouveau à la mairie de Paris, dans la mairie de Bordeaux, pardon, à l'automne. Et puis, autre image du jour, cette fois en Bretagne, c'est le Premier ministre Dominique de Villepin qui a rendu visite aux sauveteurs en mer. C'est à Dinard où il passe ses vacances. On a l'habitude d'en faire un mets de choix, la coquille Saint-Jacques, justement. Mais elle a d'autres qualités que gustatives. Elle est capable de livrer toutes sortes d'informations sur l'écosystème marin et le climat. La coquille Saint-Jacques est en quelque sorte la sentinelle marine des scientifiques. Reportage en rade de Brest, Florence Mavic et Dominique Bonnet. C'est bon. Rencontre entre l'homme-poisson et l'espionne des mers. À 10 mètres de fond dans la rade de Brest se cache Pecten maximus, communément appelée la Saint-Jacques, une fois dans notre assiette. Lorsqu'elle s'entrouvre pour prendre des nouvelles de l'océan, Pecten maximus n'y voit goutte. Mais elle garde en mémoire qu'elle a excellente son environnement. En faisant un peu de chimie et en étudiant la composition de cette coquille, on arrive à retracer la salinité, la température, une nouvelle fois les courants de marée et la présence ou bas d'éléments perturbateurs pour cet animal. Ces plateaux de fruits de mer servent à étudier la croissance des Saint-Jacques dans leur milieu naturel. Les scientifiques ont découvert qu'une coquille, ça fonctionne comme une bande magnétique. Tout au long de sa vie, environ 12 ans, elle enregistre des informations sur le climat et l'état de l'océan. Une coquille, c'est un moment de l'histoire de la planète qui s'est figé il y a parfois fort longtemps. Voilà donc cette coquille Saint-Jacques qui provient d'une découverte archéologique. Elle a donc environ 4000 ans. Et cette coquille s'est parfaitement conservée dans les couches sédimentaires et permet, comme nous le faisons avec les coquilles actuelles, une étude du climat
de cette époque néolithique. Nous avons par exemple des suivis de température qui nous indiquent des hivers un peu plus froids qu'actuellement. Découvrir que l'homme du néolithique grelottait plus que nous, juste en regardant une coquille. La clé du mystère se trouve dans sa structure. La Saint-Jacques grandit comme un tronc d'arbre par anneaux successifs. Les plus marqués indiquent les années, les plus fins les jours, comme un calendrier. Plus il fait froid, moins il y a d'oxygène dans l'eau et plus la coquille végète. C'est un vrai thermomètre qui permet aux scientifiques de retracer les variations de température d'un milieu. Un coup de scalpel au labo et l'on voit que la Saint-Jacques stocke aussi les polluants. Le très bon exemple est l'impact des nitrates en Bretagne sur la nature du phytoplancton. Être capable de dire quelles étaient les algues qui se développaient dans un écosystème comme la rade de Brest, il y a ne serait-ce que 60 ans avant l'augmentation des élevages porcins autour de la rade de Brest, nous renseignerait énormément sur l'impact réel de ces élevages sur le fonctionnement d'un écosystème comme celui de la rade de Brest. Des côtes atlantiques aux eaux du Pacifique Sud, Pecten Maximus archive depuis 35 millions d'années la vie des océans. Les scientifiques ont envie que l'espionne livre ses secrets. Tout aussi attentifs à la nature, les pêcheurs à la mouche, car s'ils traquent le poisson, depuis 2 ans, ils remettent à l'eau les truites qu'ils ont attrapées. En fait, c'est juste pour le plaisir de la pêche. Reportage à Campagne-sur-Aude, Dorothée Cochard et Michel Cariou. À la pêche à la mouche, on avance à pas de loup. Sinon, la truite, sans les vibrations, il s'enfuit. Yannick Rivière, le bien nommé, membre de l'équipe de France, nous donne une première leçon. Les poissons ne sont pas forcément en plein milieu des rivières. On a quand même un temps quasi caniculaire en ce moment. Les eaux se réchauffent et le poisson crée la luminosité, crée la chaleur et reste quand même toute la journée quasiment au fond de sa cache. Quelques truites sont cachées sous l'ancien moulin. Le but, c'est maintenant de leur présenter des leurres, fabriquées amoureusement à la maison, qui imitent les larves ou les insectes dont elles se nourrissent. Alors là, il y a des plumes de croupion de canard, il y a du poil de lièvre, de la plume de faisan. Mais rien ne sert d'avoir fabriqué de belles mouches. L'important, c'est surtout de choisir la bonne, c'est-à-dire celle qui va vraiment leurrer le poisson. Si à un moment donné, un pêcheur à la mouche voit un poisson en train de s'alimenter en surface, donc de gober, si il gobe des petits insectes qui vont faire, je sais pas moi, 2-3 mm et dans des tonalités de gris, s'il met une grosse mouche de mai qui est jaune, il a tout faux. Il ne va jamais attraper ce poisson. C'est un pêcheur qui ne se pose pas les bonnes questions. Il est 20 h. C'est l'heure où les insectes sortent. Et les poissons aussi. Oh punaise! Mais la truite est finaude. C'est des petits poissons, hein? Yes. La truite sera relâchée, c'est obligatoire sur ce parcours. D'ailleurs, les pêcheurs utilisent des hameçons sans hardillon, de manière à ne pas blesser le poisson. Respect de l'adversaire. C'est fuselé comme une Formule 1, c'est taillé pour la route, quoi. C'est un poisson qui est capable d'accélération fulgurante. Et puis la robe, on dirait presque un poisson d'ornement, quoi. Je vais la relâcher parce que sinon ça va faire beaucoup là pour elle. Là. Comment vous pouvez tordre le cou à un truc pareil? On peut pas. On y retourne tant que la lumière est bonne. Hein. Ouais, on peut encore peut-être attraper 1 ou 2 poissons de plus. 5 heures de route, 2 heures de pêche, 6 poissons attrapés et 0 dégustés. Il est bien loin le temps où les pêcheurs se la coulaient douce. En Bretagne, le château du Taureau, situé sur une petite île au large de Morlaix, est désormais ouvert au public après 8 ans de travaux et 3,5 millions d'euros d'investissement. Ce fort construit par Vauban au XVIIe siècle est le seul fort en mer ouvert au public. Jacques Deveau et Pascal Cosset. Accroché à son rocher long de 75 mètres et haut de 20, le château du Taureau est le monument emblématique de la baie de Morlaix. Ouvert à la visite après 8 années de travaux, il est le seul fort à la mer du littoral breton. Dans l'appellation fort à la mer, on entend un fort qui n'est accessible que par bateau. Donc même à marée basse, on ne peut pas y accoster, on ne peut pas y accéder plutôt. Et donc c'est le seul fort à la mer entièrement restauré, donc qui est ouvert au public. À la Révolution, transformée par Vauban pour protéger Morlaix des attaques anglaises, la forteresse n'a jamais tiré le moindre coup de canon. À partir du moment où ce fort a été construit, il fait tellement peur que les Anglais ne se sont plus approchés de nos côtes. Donc la force de dissuasion a marché.
Et donc ça a servi de prison, voilà, dès 1721. Au cours des siècles, le fort a connu bien des vicissitudes. De prison, il devient résidence secondaire au début du XXe siècle, puis école de voile dans les années 60. Ça me touche de voir le château restauré comme ça et puis me rebalader partout, quoi. Je revois le commandant, je revois le cuisinier, tous les stagiaires qu'on était. Enfin, je suis venue pas mal d'années. Beaucoup de visiteurs ont un lien affectif avec le fort, notamment les habitants du pays, heureux de voir revivre ce monument. C'était un endroit où on venait faire la fête à improviste, à l'abri des regards des parents. Et c'est vrai que c'est rigolo et c'est très chouette d'avoir rénové ce monument qui est vraiment exceptionnel, quoi. Ouvrir le château au public n'est pas une mince affaire. En raison des marées, les visites sont limitées, au mieux 3 fois par jour, parfois aucune. Il faut donc réserver bien à l'avance si l'on veut embarquer sur ce bateau de pierre. Début demain à Göteborg, en Suède, des championnats d'Europe d'athlétisme. Un rendez-vous important pour Eunice Barber, championne du monde en 99 et vice-championne en 2005. Son duel avec sa grande rivale suédoise promet. Manuel Tissier et Yann Moine. Cette année à Göteborg, les Français prennent de la hauteur. Pas de village des athlètes, mais un hôtel de 18 étages. Et au sommet, comme d'habitude, Eunice Barber, la reine de l'athlétisme tricolore, déjà tournée vers le stade et ses exploits à venir. La Française vient en Suède chez sa principale rivale avec un seul objectif, une première médaille européenne après 5 podiums mondiaux. L'essentiel c'est d'attaquer déjà très fort, d'attaquer, de rentrer. L'essentiel c'est d'attaquer et on verra. Montrez au public suédois que vous êtes là. Je suis là, bien là. La deuxième ville du pays accueille sous le soleil les 19e championnats d'Europe. La Suède, blonde et sportive, est devenue en quelques années l'une des nations phares de l'athlétisme mondial. Et la star des 9 millions d'habitants du royaume sera en piste demain matin face à Eunice Barber. Carolina Klüft a tout gagné en heptathlon, la discipline aux 7 épreuves. La Suédoise de 23 ans défendra son titre européen contre Barber pour la première fois à domicile. Bien sûr, c'est un peu plus de pression d'être devant son public, mais j'espère que ce sera une grande motivation pour faire encore de meilleurs résultats. À 60 km de sa ville natale, Klüft, invaincue depuis 5 ans par favorite. Mais Barber, à 32 ans, se dit en meilleure forme que l'an dernier. Les blessures et l'interpellation musclée par la police en mars n'ont pas entamé sa motivation. Au contraire, Eunice part à la chasse à l'or. Et puis en sport, ce week-end, il y avait aussi de la Formule 1, de la voile, du kayak et du football. Tour d'horizon, signé Antoine Gaveau. Tony Estanguet, champion du monde de canoë monoplace. Après ses 2 titres olympiques en 2000 et 2004, le Français remporte le seul titre qui manquait à son palmarès. Il devance son grand rival, le Slovaque Michael Martican. On reste sur l'eau avec un dernier baiser avant de prendre le large pour les 44 skippers de la solitaire du Figaro. La course en 4 étapes où tous les concurrents naviguent sur un bateau identique a quitté Cherbourg ce matin. Grand favori, Quito de Pavan en l'absence de Jérémy Bayou, vainqueur l'année dernière. Arrivée prévue le 28 août à Concarneau. L'Anglais Jenson Button remporte le premier Grand Prix de sa carrière à Budapest en Hongrie. Une course complètement folle où il a profité des malheurs des favoris. Parti en pole position, Raikkonen est victime d'un accident. La malchance touche aussi les 2 prétendants au titre mondial. Alonso, puis Schumacher abandonne après des soucis techniques. Au classement du championnat, c'est le statu quo. L'Espagnol garde ses 11 points d'avance sur le pilote Ferrari. Décidément, les promus réussissent bien leur entrée en Ligue 1. Après Lorient et Valenciennes, convaincant hier, Sedan sur sa pelouse obtient le nul 0-0 face à Marseille. Les Ardennais se créent les meilleures occasions, comme cette tête de Lachor, et manquent de peu la victoire face à une grosse cylindrée du championnat. Un mois et demi après son ouverture, le musée du Quai Branly continue d'attirer les visiteurs, plus de 170 000 à ce jour. Que l'on soit séduit par son originalité ou qu'on lui reproche son manque de lumière ou parfois d'accessibilité pour les handicapés, le nouveau musée ne laisse personne indifférent. Abdel Mostefa et Chloé Lecomte. C'est à croire que les cubes colorés du Quai Branly sont des aimants pour humains. Depuis l'ouverture, le musée dépasse de 30% ses prévisions d'affluence les plus optimistes. C'est la première fois que je le découvre, mais il est impeccable.
Scotché à un audioguide ou pas, chaque jour, 4500 visiteurs qui veulent du voyage à travers le temps et les continents. C'est vraiment super, c'est les couleurs, enfin, c'est vraiment très humain, quoi. Stèle funéraire d'Indonésie, coiffe de la danse d'Amazonie, masque guerrier du Cameroun, 3500 œuvres à découvrir dans une ambiance un peu trop tamisée pour certains. Prévoyez une petite lampe torche si vous voulez tout savoir. Et si vous êtes en mobilité réduite, prévoyez quelques efforts avant d'affronter les 160 mètres de la rampe d'accès au musée. Vous êtes en pente systématiquement depuis le jardin que l'on a vu tout à l'heure. Donc là, vous continuez à forcer sur les bras pour franchir cette rampe. Donc vous n'avez pas le loisir de vous arrêter pour voir les œuvres ou les inscriptions qui sont sur les murs blancs. Depuis l'ouverture, quelques aménagements comme ces strapontins ont été réalisés. La direction en promet d'autres pour améliorer l'accessibilité ou encore l'éclairage dans la galerie. Vous savez, ouvrir un bâtiment de cette ampleur, ce n'est pas découvrir une statue dans un square et hop, en disant tout est terminé, tout est arrivé. C'est un travail au long cours et nous sommes extrêmement attentifs à ce que nous disent nos usagers. Au musée du Quai Branly, on sait qu'il faut du temps pour faire ses preuves. D'ailleurs, à deux pas, il a l'exemple d'un monument que l'on disait horrible à ses débuts. Le dessinateur Albert Dubout, caustique, affichiste célèbre avec l'exigence du détail dans ses foules qu'il peignait, ces grosses femmes à côté d'hommes maigrichons, la Bibliothèque nationale consacre une exposition à son œuvre, l'occasion de découvrir d'autres aspects de son travail. Visite guidée avec le dessinateur Georges Wolinski, Daniel Wolfram et Daniel Lévy. C'est pas encore le Dubout de la grande époque, mais il y a tous les éléments. Et puis derrière, il y a un petit paysage avec des petits personnages, et c'est parfait. Hommage de l'artiste à l'artiste pour la précision du trait et l'expression outrancière de son travail de caricaturiste. Dubout, c'est Albert Dubout, le dessinateur, l'humoriste des années d'avant et d'après-guerre. J'ai toujours dessiné, surtout à l'école. Alors là, je faisais des dessins sur les cahiers, tout ça, et tous les élèves venaient voir. La presse populaire aimait la gaudriole et reproduisait à tout va ce qui faisait alors sa notoriété, la grosse dame qui martyrise son avorton de main. 30 ans après sa mort, c'est la consécration. Les dessins, les affiches et les illustrations de Dubout sont exposés à la Bibliothèque nationale de France, explication de l'historien. Très tôt, il a cherché à montrer quel regard il jetait sur une société elle-même en proie, dès les années 30, à infiniment de tensions et parfois infiniment de douleur. C'est un regard grave et un regard parfois douloureux. La foule vociférante et sous toutes ses formes est la toile de fond du travail de Dubout. Mais cet homme solitaire craint par-dessus tous les débordements. Son jardin secret à lui, ce sont plutôt ses dessins érotiques, un rien désuet. Il y a 15-20 ans, c'était un thème. Mais maintenant, avec la télévision, la pornographie, c'est pas avec des dessins qu'on va étonner les gens. Hein. Ils en ont tellement vu que même moi, j'en fais plus. Si chez lui, certains thèmes ont pris de l'âge, d'autres, comme ces planches sur le Tour de France de 1934, sont-elles toujours d'actualité. La Roque d'Enterron dans le Luberon, le plus grand festival international de piano qui célèbre cette année Mozart, bien sûr, mais aussi Liszt et Chopin. Reportage Isabelle Bechler et Catherine Juste. Un piano presque prêt à disparaître pour mieux mettre les voix en exergue. C'était une des merveilles données à Sylva Kahn. Toute la douleur dont un chemin de croix est capable dans le Via Crucis de Liszt. Le lieu ajoute en plus à notre propre émotion, nous, interprètes. Et puis il y a aussi cette résonance comme ça magique d'une église qui aide les voix et qui porte les voix. L'acoustique est très bonne. Tout d'un coup, ça concentre davantage les gens, je crois, parce qu'il y a une spiritualité qui se dégage forcément de lieux tellement habités. Autant les lieux sont primordiaux à la Roque d'Enterron, autant les instruments ne sont jamais choisis au hasard. Et Nikolai Lugansky, au matin de son récital, avait le choix entre 4.
Avec lui, Denys, l'accordeur, comme un ange gardien. 4 pianos de concert au rendu différent, plus chaud, plus dur à jouer, plus carré, plus ancien. Denys juge du son dans les gradins pour coller au plus près du désir du soliste, pour lui donner la palette qu'il cherche. Il cherche les bons pinceaux et les bonnes couleurs en fait, pour faire cette image. Tous les pianos sont un peu différents, ils ont différentes couleurs, ils ont différents touchés. 90% c'est du bois, ça vient des différents arbres, il y a beaucoup de technologie derrière. Finalement j'ai choisi le piano plus difficile mais avec beaucoup de couleurs. Et l'alchimie des derniers réglages permet la rencontre entre le désir du soliste et le plaisir du public. À l'heure où Mistral et Cigale se sont tus pendant tout un mois de soirée provençale. Et pour finir, cette image insolite du photographe américain Spencer Tunick. Il a photographié près de 900 personnes, hommes et femmes, vous le voyez dans le plus simple appareil. Il s'était rassemblé à Düsseldorf. Les modèles sont évidemment tous volontaires pour ces poses artistiques comme la pyramide humaine. L'important c'est évidemment de savoir où poser les mains pour ne pas commettre d'impair. Et il paraît qu'ils sont venus du monde entier pour se mettre tout nus devant l'objectif. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Isabelle Martinet, suivie de Cold Case. Demain vous retrouverez David Bohéry dans le 13h et Carlo Gessler à 20h. Excellente soirée sur France 2, bonsoir.